Jean-François Faure, bonjour. Vous êtes le PDG de Coffre, société que vous avez créée en 2009. Vous avez voulu favoriser donc l'accès pour les particuliers au marché de l'or. Vous avez étendu après avec l'argent et autres métaux. Pouvez-vous nous dire comment est venue l'idée de créer Coffre? Alors de manière très simple, moi déjà ça va faire 30 ans que je suis entrepreneur et en 2006 j'ai voulu trouver une solution qui me permettrait de protéger mon agence de traduction des effets économiques d'une crise. Et ma conclusion de l'époque, c'est que si une crise économique se produisait, mon agence de traduction perdrait probablement quasi immédiatement une bonne partie de son chiffre d'affaires. Et comment pouvoir continuer à payer les salaires de mes collègues, etc. dans ce genre de période. Et la conclusion, c'était qu'il fallait acheter de l'or, parce que l'or avait un effet contracyclique par rapport à l'environnement économique ou géopolitique. Mais en France, en 2006-2007, comment et où acheter de l'or? Et j'ai fait un petit benchmark et je me suis rendu compte que les banques ne vendaient plus d'or, ça ne les intéressait pas. C'était l'époque où les banques préféraient vendre des abonnements de téléphonie mobile. Les boutiques de rachat d'or ou de vente d'or, moi, ne me faisaient pas plus confiance que ça. En tout cas, pour leur acheter de l'or par le biais de mon entreprise. La rue Vivienne. Oui, la rue Vivienne ou n'importe quelle rue dans n'importe quelle ville de province. Donc voilà, c'était pas satisfaisant. Puis moi, je suis plutôt geek ou en tout cas un homme du digital, tout simplement. Ma première boîte, je l'ai fondée en 95, c'était déjà dans le monde du digital. Donc globalement, j'avais une appétence et un intérêt pour que ça se passe digitalement, mais sur de l'or physique. Et en fait, en France, le mix des deux n'existait pas. Il n'y avait pas une manière d'acheter de l'or physique de manière digitale permettant de déconnecter la conservation de la transaction. Alors ça existait à l'international, il y avait des très belles boîtes anglo-saxonnes notamment, et qui existent toujours, qui faisaient ça plutôt très bien, mais pas sur les actifs qui m'intéressaient. C'est-à-dire que à l'époque, sur le Royaume-Uni, vous trouviez par exemple l'équivalent de ce qu'on a fait avec Ocoff, mais sur du lingot. Et ça, c'est pas la culture française. Donc je me suis dit, là, il y a clairement quelque chose à faire. En bon entrepreneur que je suis, ou en tout cas en ayant des idées, en voulant leur donner matière et corps, voilà, je me dis, il faut que je me lance, j'y vais. Donc je me suis donné 2 ans pour réaliser ça. Le projet était abouti mi-2008 et dans la logique de lancer ça comme une fusée à plusieurs étages, il fallait d'abord commencer par du contenu. Déjà, ça me permettait de valider qu'il y avait une clientèle, une appétence, et puis aussi créer un intérêt pour de l'or d'investissement tel que moi, je pouvais le proposer. Ça a été le blog L'Or et l'Argent qui a de suite très bien marché. En parallèle, il y a eu aussi la crise de 2008 des subprimes. Qui vous a bien aidé, oui. Qui a bien aidé puisque ça a mis un coup de projecteur sur les crises, les effets des crises. Évidemment, là, tous les voyants étaient au vert pour lancer ocoff.com comme prévu. Il a été lancé dès le mois d'avril 2009 et on est donc un peu plus de 15 ans après. On a 50 000 utilisateurs sur les différentes plateformes du groupe. On conserve pour leur compte 700 millions d'euros. En grande partie au port franc de Genève. Et ça, c'est quoi? C'est 7 tonnes d'or, 70 tonnes d'argent métal, plus des métaux précieux complémentaires et même aussi des crypto-actifs, puisque on conserve pour le compte de nos clients des bitcoins et des Ethers. Et ça, c'est par le biais plus de la plateforme crypcool.com. Et pour revenir sur l'or, alors un investisseur qui n'a pas d'or, un particulier qui n'a pas d'or actuellement, l'or a beaucoup monté, on a pris 35% en un an. Vous lui conseillez d'acheter de l'or actuellement? Alors, nous, on ne conseille pas, puisque je pars du principe que les conseilleurs ne sont pas payeurs. Pour autant, on parle des bonnes pratiques. Et la bonne pratique, c'est qu'à partir du moment où on a un patrimoine, une épargne, avoir de l'or dans un pourcentage raisonnable qui correspondrait à une forme d'assurance sur la valeur du reste, et quelque chose qui s'entend très bien et qui est même logique. Ensuite, aujourd'hui, voilà, on est sur une once d'or qui est à plus de 3000 $ l'once. Donc des gens vont dire que c'est une valeur très élevée. Moi, en 2009, il y avait des personnes qui me disaient qu'une once à 900 $, c'était élevé. Et puis peut-être que dans les années 80, quelqu'un qui voyait une once à plus de 300 $, c'était élevé aussi. En fait, la problématique de la valeur de l'or, c'est pas la valeur de l'or, c'est la valeur de nos monnaies. Et on est sur des monnaies qui, d'une année sur l'autre, perdent de leur valeur.
En 1971, une once d'or, c'était 35 dollars. Aujourd'hui, on est à 3000, 3100 dollars. Donc, est-ce qu'on considère que la valeur du dollar va se renforcer? Est-ce qu'on va avoir un dollar qui va devenir plus fort dans les années qui suivent ou à contrario un dollar qui va s'affaiblir? Et si on a un dollar qui s'affaiblit, ne serait-ce que par l'inflation, en théorie, l'or ne pourrait prendre que de la valeur parce que l'or, en fait, il n'a pas vraiment ni gagné ni perdu de valeur depuis 5000 ans. Il y a 5000 ans, on achetait une vache sur un marché à bestiaux pour l'équivalent d'une once d'or. Aujourd'hui, avec une once d'or, on a une belle vache. Voilà, donc c'est à peu près pareil. Il y a une centaine d'années, on a acheté un véhicule moderne de l'époque, une Ford Model T, pour environ 800 dollars. Les 800 dollars de l'époque, c'est à peu près 70-80 000 dollars. On a une voiture moderne pour son époque aujourd'hui. Et c'est la même transcription en fait ramenée à de l'or. Donc c'est ça que je veux dire. La valeur de l'or ne fait que transcrire aujourd'hui la perte de valeur de nos monnaies et je pense qu'on est à peu près tous d'accord, y compris les présidents, les responsables des banques centrales, pour accepter que nos monnaies perdent leur valeur puisqu'il est acceptable d'avoir une inflation de 2% tous les ans. C'est ce que Christine Lagarde nous dit. Elle nous dit, voilà, c'est normal d'avoir une inflation de 2%. Ça veut dire qu'il est normal d'avoir une perte de la valeur de sa monnaie de 2% par an. Donc cela veut dire qu'il est acceptable d'avoir une prise de valeur de 2% sur son or. Sur le coup, c'est même pas 2%, mais sur les 50 dernières années, c'est même plutôt 8-9%. Et là, les décisions de M. Trump vont dans ce sens, hein. Le dollar a tendance à baisser pour le moins. L'inflation, il y a des risques que ça reparte à la hausse. Donc tout va dans ce sens. En fait, là, c'est le combo. C'est-à-dire qu'on a à la fois des risques inflationnistes du fait des taxes douanières, etc. Là-dessus, on a aussi des grosses incertitudes marché et les incertitudes nourrissent la valeur de l'or. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas à quoi vont ressembler vos actions demain ou après-demain, que vous soyez un humain ou un robot de trading, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui 90% des acteurs de la finance sont des robots, vous vous positionnez automatiquement sur l'or. Après, c'est juste que la proportion plus ou moins d'or, c'est fonction de statistiquement quel est le risque ambiant et quelle est aussi la valeur de ce placement si vous l'aviez mis ailleurs. Par exemple, sur des bons du trésor, sur de la monnaie, etc. Donc, quand vous avez des taux d'intérêt qui sont élevés, bon, vous allez peut-être mettre un peu plus de valeur sur des bons du trésor ou quelque chose qui a un rapport avec une monnaie. A contrario, si ces bons du trésor ont tendance à, enfin, ces taux d'intérêt ont tendance à baisser, vous aurez plutôt tendance à acheter de l'or avec. Mais le nombre de facteurs qui influent sur l'or a augmenté. Avant, il y avait la géopolitique, l'inflation. Il y a beaucoup de facteurs actuellement qui entrent en ligne de compte, j'ai l'impression. Il y a un vrai changement. Alors, on pourrait imaginer que Trump est devenu un facteur à part entière, mais en fait, Trump rentre dans quand même les différentes catégories. C'est juste que Trump en a plusieurs sur ses épaules. C'est-à-dire que Trump a un effet inflationniste, il a un effet géopolitique, il a un effet, je dirais même, d'angoisse et d'interrogation, il a un effet sur le dollar. En fait, il synthétise tous les facteurs qui jouent sur l'or. Exactement, il synthétise un petit peu, c'est la somme de toutes les peurs. Voilà. Et ça se traduit typiquement par les fluctuations sur le cours de l'or que l'on peut connaître actuellement. Alors, évidemment, à la hausse quand il y a des interrogations, des incertitudes telles qu'on vient de les décrire, mais aussi par exemple à la baisse à l'instant où on se parle aujourd'hui, où il y a un krach boursier. Et généralement, quand il y a un krach boursier, nos fameux robots de trading, dont je parlais tout à l'heure, sont obligés de dénouer des lignes, mais des lignes qui doivent idéalement rester gagnantes pour le compte de leurs clients, parce qu'un robot de trading, il ne travaille pas pour lui, par définition, c'est un robot, donc il travaille pour quelqu'un, un minima un premier humain, qui lui-même travaille pour un client, et ce client lui a besoin d'un rendement. Ce rendement, il ne va pas l'avoir avec une baisse de 10% sur les marchés. Il va l'avoir si une ligne qui est dénouée répond à l'engagement initial qui était peut-être un rendement annuel de 4, 5, 10%. Et ce rendement, vous l'avez si vous équilibrez une ligne perdante de moins 10 avec une ligne gagnante de 30. C'est ce qui se passe à l'instant où on se parle. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a une mini-consolidation de l'or parce qu'il y a obligatoirement des prises de bénéfices pour éponger des pertes par ailleurs. Et oui, c'est ça, il y a des appels de marge aussi qui font que les porteurs vendent aussi leur or. Voilà. Ah ben de manière impérative parce que on est obligé de concrétiser ce genre de prise de bénéfices ou en tout cas rouler la position, mais tout coûte. Et votre perception entre or physique et ETF, bon, vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt l'or physique. Quelle est votre perception alors sur cette dichotomie? Alors,
moi, je m'intéresse à l'or physique parce que notre cible de clientèle est plutôt le particulier qui, lui, va avoir une approche plutôt long terme, plutôt patrimoniale, plutôt familiale. Et en plus, comme il est français, qu'il n'a pas envie de payer de taxes et que l'or français, on peut se permettre de ne pas avoir de taxes à payer, mais il faut être patient. C'est-à-dire que si on attend 22 ans, on n'a légalement aucune taxe à payer, même si on a fait 3000% de plus-value. Donc l'or en France s'inscrit sur le moyen et le long terme. Ça, c'est l'or physique. L'or papier et les ETF, c'est extrêmement intéressant, mais plutôt pour des professionnels, mes fameux robots de trading, qui achètent le matin et qui revendent peut-être une fraction de seconde après parce qu'ils ont réussi à dégager une marge entre les deux. Ou peut-être, allez, si c'est un trader humain, peut-être qu'il revend le soir parce qu'il y avait 0,5% de gain à faire, il les prend. Et lui, le coût, c'était 0,01. Il n'a pas de frais de garde de passer du papier derrière. Oui, exactement. Voilà, c'est deux super produits, mais qui ne s'adressent pas à la même clientèle parce que ce n'est pas les mêmes projets. Et pour un particulier, on doit plutôt rester sur du produit physique, à minima, parce que tout simplement, un ETF est émis par un intermédiaire. Et cet intermédiaire, dans certaines crises, pourrait tout à fait faire faillite. Imaginez, par exemple, nous sommes en 2008. Imaginons Lehman Brothers était un émetteur d'ETF adossé à de l'or. Lehman Brothers fait faillite. Est-ce que vous pensez que votre ETF adossé à de l'or, il reste longtemps en place? Non, il fait faillite avec son émetteur, puisque ça reste un instrument qui est censé paralléliser un cours, mais pour lequel, par design, il est impossible d'avoir 100% de contrepartie. Tout simplement parce que les achats et les ventes se passent tellement vite et sur des volumes tellement importants que vous n'avez même pas le temps d'avoir à mener l'or physique à la fonderie, que déjà il faut peut-être en racheter parce que vous avez des positions inverses. Donc, voilà, le ratio d'ailleurs est de 1 à 300. Vous avez 1 de physique pour 300 de papier. Et vos clients, à l'instant T, donc l'or a pris 35% en un an. Est-ce qu'ils conservent? Est-ce qu'il y a des prises de bénéfices? Enfin, c'est une question globale, mais quelle est votre appréciation là-dessus? Nous, statistiquement, nos clients, généralement, ils gardent environ 4-5 ans. Mais ça, c'est notre clientèle. Mais voulant dire que c'est la moyenne de ces gens qui vont peut-être revendre au bout de quelques mois parce qu'ils ont pris 10% et ils s'étaient mis 10% comme objectif. Et puis, toute cette masse de clients qui, eux, ont comme visée la transmission. Et leur objectif, c'est de garder le plus longtemps possible de leur vivant pour transmettre cet or comme on transmettrait un bâton relais. Vous voyez, c'est dans une vie de famille, c'est ce bâton de relais qu'on transmet. C'était l'objet de Napoléon dans les années passées. Voilà, ouais. Exactement, mais en fait, ce Napoléon emblématique, aujourd'hui, reste une belle part de l'épargne d'or physique, même des clients au coffre qui sont très digitalisés, quel que soit leur âge, parce que par design, ils passent des transactions d'achat et de vente en passant des ordres sur le site aucoffre.com. Mais voilà, on reste sur un sous-jacent physique. Et nous, d'ailleurs, c'est un point d'honneur qu'on a voulu donner à ça, c'est que d'ailleurs, tous les produits qui sont dans notre système, et on en a à peu près 1 500 000, ils sont tous photographiés, dans le cas des pièces, avers et revers. Ils sont tous numérotés. Donc chacun, en fait, une forme de vie, de pédigré. On sait qui l'a acheté en telle année, à telle valeur, l'a revendu. Et ça, d'ailleurs, c'est un point majeur parce que ça permet au passage de pouvoir profiter d'une meilleure fiscalité. Quand on veut opter pour la fiscalité sur les plus-values, par exemple, il faut pouvoir prouver la date et la valeur d'achat. Et donc ça, c'est un point important, nous, dans notre système, c'est justement de bien noter tous ces éléments. Et c'est ce qu'apporte d'ailleurs le digital. Cette rapidité, cette facilité du digital, c'est de mettre là où ça doit se trouver. Toutes ces transactions, tous ces modèles qui justement nécessitent un archivage très précis et dans des volumes extrêmement conséquents parce qu'on a des milliers d'utilisateurs et donc des centaines de milliers de transactions. Ça serait impossible de tenir en registre papier. De même que ce serait impossible d'avoir par exemple un casier pour chaque client dans lequel se trouvent ces pièces et parce qu'ils viennent de revendre maintenant, il faudrait qu'on déplace ces pièces pour les mettre dans un autre casier. Enfin, on ne peut pas faire bosser des marmottes qui ouvrent les coffres, c'est impossible. Donc nous, c'est des coffres mutualisés dans lesquels se trouvent toutes les pièces. Comme elles sont référencées, on sait exactement la pièce de Monsieur Untel où elle se trouve. Et si d'ailleurs ils viennent nous rendre visite au Port-Franc... Oui, c'est une question que je voulais poser. Est-ce qu'un particulier peut aller au Port-Franc voir son or? Mais oui, évidemment. On a quelques clients qui viennent voir là où se trouve l'or. Ils veulent voir leurs pièces. Des fois même certains veulent repartir avec tout ou partie parce qu'ils ont des arbitrages personnels différents que le modèle qui est proposé de base par Ocoff. Mais comme nous, on a 100% du physique pour le compte de nos clients,
bah, il est évident qu'on peut leur montrer 100% de ce que l'on détient. Pour eux, c'est audité par des auditeurs externes, on a nos commissaires aux comptes, on a même une association d'utilisateurs qui des fois nous délègue des personnes pour auditer les audits. Donc ça, mais puis moi, justement, j'ai besoin de montrer qu'on fait les choses bien, et pour moi, c'est important. Vous avez élargi la palette de vos produits. Il y a Veracache, Scriptcool. Vous pouvez nous parler pourquoi est venu ce besoin de créer des nouveaux produits? Oui, alors en fait, ces nouveaux services, on en a vu le besoin parce que basiquement, moi très vite, je me suis rendu compte qu'Ocoffre répondait parfaitement à une demande qui est d'usage de l'or comme thésaurisation plutôt sur le moyen et le long terme. Mais je me suis rendu compte en fait qu'on rentrait dans un monde où peut-être que l'or utilisé à court terme pourrait devenir une norme. Et ça, je l'ai perçu dans un contexte où les crypto-monnaies commençaient à apparaître. On était dans les années 2010-2011. Pas nécessairement que Veracache, par exemple, devait devenir une crypto-monnaie, mais en tout état de cause, qui puisse se remonétiser. Et en fait, aujourd'hui, Veracache est utilisé par ses utilisateurs, et globalement, il y a autant d'utilisateurs de Veracache que d'utilisateurs de Coffre, comme une monnaie du quotidien. Et nos clients, nos membres, l'utilisent un peu comme les frontaliers suisses. C'est-à-dire qu'à tout instant, ils arbitrent entre leur monnaie forte et leur monnaie faible. Quand j'ai ma monnaie qui est forte, donc mon or qui est fort, je vais avoir tendance à l'utiliser parce que je sais qu'une facture que j'aurai à payer avec ma carte de paiement 100 €, quelque part, elle me coûte peut-être 98, 95, voire même 60 € si j'ai une super plus-value. Utilisation intense avec le... Oui, ah ben là, en ce moment, je peux vous dire qu'on a énormément de gens qui utilisent leur carte Veracache. Et à contrario, ils vont être plutôt en tendance à abonder sur leur compte, c'est-à-dire à le créditer quand leur monnaie devient plus faible. C'est-à-dire quand l'euro a pris un peu le pas sur l'or, que l'or voilà, a un peu consolidé, ben, ils auront plutôt tendance à en acheter à la baisse, de manière régulière, pour moyenner les cours. Et là, ils ne l'utilisent pas trop, ils se renforcent. Et donc voilà, c'est une manière dynamique de l'utiliser. Et puis quelque part aussi de prendre ses habitudes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser de l'or au quotidien, il ne le perd pas de son schéma mental. Ce n'est pas une épargne que l'on oublie. Et ce n'est pas un or stérile. Ce n'est pas, comme on le décrit, cette épargne de papa, cette relique barbare. C'est une épargne dynamique. C'est une épargne dynamique. On peut la rendre dynamique parce qu'on a l'instrument de paiement qui va bien. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui opposent, par exemple, le Bitcoin, que j'adore, moi, avec l'or, se plantent complètement quand ils disent l'or, c'est pas fractionnable. Bah écoute, moi, chez moi, l'or, on arrive à le fractionner quasiment autant qu'un Bitcoin. 5 chiffres après la virgule du gramme, si c'est pas fractionné, je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, ce n'est pas utilisable instantanément. Bah si, sur le coup même peut-être plus que le Bitcoin, parce que nous, quand on envoie du Veracache, quand il y a un utilisateur qui envoie du Veracache à un autre utilisateur, il fait ça comme s'il avait fait un PayPal ou un Lydia. C'est instantané, en plus il n'y a pas de frais dessus. On envoie du Bitcoin d'une personne à une autre, ça prend 10 minutes si on le fait directement dans la blockchain. Et en plus, même si le coût est faible, mais il y a quand même un coût. Donc voilà, il y a quand même des choses qui font que l'or, si tant est qu'il y a une bataille entre les cryptos et l'or, et moi pour moi, ce n'est pas une bataille parce qu'en fait, c'est plutôt un objectif commun, clairement, il n'y a pas de sujet de bataille. Les deux ont des choses super intéressantes à raconter. Et pour moi, ils sont d'ailleurs extrêmement complémentaires parce qu'ils ont un but commun. Et c'est la raison pour laquelle on s'est diversifié au-delà de Veracache sur Cryptcool. Et en fait, Cryptcool, c'est une aventure sur les cryptos qui remonte maintenant à pas mal de temps dans le groupe Ocoff, puisque nous, en 2016, on avait fait un POC, donc un Proof of Concept d'une blockchain permettant nous d'enregistrer notre registre. Donc là aussi, vous étiez pas mal en avance pour le moment là, ouais. Ouais, tout à fait. Enfin, on a voulu tester pour aller jusqu'au bout et voir si ça tenait la route ou pas. Conclusion de tout ça, en 2018, on a commencé à vendre du Bitcoin à notre clientèle au coffre. Ensuite, la régulation française est arrivée par là et donc le Bitcoin, pour en vendre, il fallait être PSAN, donc prestataire sur actifs numériques. On a dit, on met en pause sur Ocoff, mais on va lancer une plateforme. C'est ce qu'on a fait avec arrivée fin 2003 de Cryptcool, qui permet d'acheter et vendre du Bitcoin, de l'Ether et du VeraOne, qui est un stablecoin. J'emploie peut-être pas le bon terme, mais enfin bon, là, ça permet aux gens de comprendre. Un cryptoactif adossé à de l'or physique, dont on est, nous, émetteurs. Et voilà, globalement, ça permet d'investir sur les cryptoactifs et spécifiquement sur le Bitcoin de manière très simple, très intuitive, sans trop se casser la tête, mais c'est nous qui absorbons la complexité qu'il peut y avoir derrière. Et c'est un peu ce qu'on a fait sur Ocoff, parce que le marché de l'or peut être compliqué si
on l'aborde de la mauvaise manière et les cryptos à plus forte raison. Donc ce qu'on a fait sur Ocoffre et ensuite sur Veracash, on l'a investi un peu de la même manière dans Cryptcool pour avoir des clients qui veulent rentrer, faire date sur les cryptos, que ça puisse bien se passer sans qu'il y ait de pierre d'achoppement et proposer quelque chose de simple sans que ça soit simpliste non plus. Et les clients donc Cryptcool, ils sont plus jeunes, c'est une autre sorte de client ou il y a des clients au coffre qui sont également clients Cryptcool La magie, c'est que on a aussi bien cette population jeune qui est justement très crypto-addict, mais qui a le droit de s'intéresser à autre chose dans la vie. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'on n'a pas besoin d'être master 10 crypto pour acheter des cryptos. Par contre, il faut être juste dans un système ou un écosystème qui limite les erreurs que vous pouvez faire avec. Parce que quand vous confondez clé privée et clé publique, les choses commencent mal. Mais moi, je connais aussi des gens qui sont des professionnels des cryptos et qui mélangent, enfin sans les mélanger, mais qui oublient que les clés privées, il faut les sécuriser d'une certaine manière, qu'il il faut pas être tout seul à sécuriser un crypto actif. Et pour autant, on a vu que même des systèmes plutôt robustes, on l'a vu avec l'arnaque là, de Bybit qui se sont fait voler 1,4 milliard dollars de valeur Bitcoin et Ether, etc. Pourtant, derrière, il y avait un modèle de multisignature et le bug se trouvait entre la chaise et le clavier. Donc nous, on s'est dit, on va faire notre métier qu'on connaît bien. C'est-à-dire que tout ça, ça va aller en zone de haute sécurité, totalement offline. C'est-à-dire que ces Bitcoins on peut pas nous les pirater puisqu'ils... Vous n'avez jamais été hacké alors En tout cas, il y a eu des tentatives, j'imagine, mais... Non, mais les tentatives, il y en a tous les jours et pas qu'une. Après, il y a la capacité, entre guillemets, de la forteresse à réagir à ces attaques. Et en tout état de cause, ces crypto-actifs, eux, sont offline sur un modèle totalement non digital qui fait qu'ils sont au même plan et au même niveau que les lingots. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait capable de voler des lingots au port-franc de Genève serait capable, dans ce cas-là, de voler nos crypto-actifs. Eh ben, je lui souhaite bon courage parce que la police suisse, elle est tout sauf lente. Si vous attaquez les ports francs, en quelques minutes top chrono, vous avez des gens qui arrivent avec l'équivalent de sulfateuse qui font que vous avez pas. Je sais qu'à Monaco, si le port franc est attaqué, en 3 minutes, Monaco est complètement fermé. C'est clair. Oui, c'est un peu ce qui se passe en tout cas au port franc de Genève. Oui, j'imagine c'est la même chose. Voilà, ouais. Tout à fait. Veravalor, intéressant si la création des pièces, il y avait à l'époque un manque de Napoléon et donc vous avez eu l'idée de créer. Ah oui, c'est exactement ça. Alors merci de rappeler. Parce que c'est quand même le métier classique entre guillemets. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, moi, souvent, je crée des entreprises ou des activités du fait d'un manque. Et en 2011, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu un afflux massif de gens qui voulaient acheter de l'or parce que tout simplement l'euro pouvait disparaître. Voilà, ça s'est joué à quelques jours, quelques semaines près. Et là, on n'avait plus de Napoléon. En plus, en plein été, les boutiques de rachat d'or étaient fermées. Et nous, on était obligés de vendre du lingot à nos clients alors que c'est le seul produit en or qu'on ne veut pas leur vendre. Puisque pour nous, en tout cas pour un particulier, c'est un produit très pauvre à tous les niveaux parce qu'il n'est pas sécable, pas fractionnable, fiscalement nul, enfin ouais, pas de prime, enfin bon bref, il n'a rien de bien. Le mini lingot, c'est encore pire. Et malheureusement, on était obligé de vendre ça. Et là, je me suis dit, c'est la dernière fois. Et on se dit, il faut qu'on s'affranchisse. En fait, pareil, il faut qu'on sépare la commande de la production. Et en fait, c'est le projet Veravalor. C'est-à-dire qu'on était capable de prendre des commandes en repoussant le moment de la fabrication. À partir du moment où on était couvert sur l'or. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place en 2011. En plus, sur de l'or qui respectait, moi, mes engagements voilà, sur l'environnement. C'était de l'or issu de l'extraction propre. Donc, c'était plutôt, ça cochait toutes les cases de ce qui m'intéressait. Et les premières Veravalor sont nées à ce moment-là. En or, on en a frappé un peu plus de 100 000. Et en argent, on dépasse le million, en fait. Voilà, donc c'est plutôt un succès à la fois industriel et commercial. Et aujourd'hui, même, on frappe certaines de nos Veravalor, tant en or qu'en argent. Donc en or, on frappe les 1/4 Marianne Terrassin le Dragon dans notre atelier bordelais. On y frappe aussi les pièces à cours légal, notamment les dernières avec l'effigie de Charles III. Voilà, ce sont des pièces bordelaises.
toute façon, sur votre site, on retrouve toutes ces informations. Il y a le blog en plus, donc il y a beaucoup d'informations. Oui, tout à fait. Alors, il y a le site ocof.com. Ocof.com a une académie qui permet voilà, de s'acculturer voilà, la culture financière, la culture des métaux précieux. On a un blog qui est finalement plus ancien que ocof.com. On a une chaîne YouTube aujourd'hui avec quasiment 100 000 abonnés. Il y a à minima une nouvelle vidéo toutes les semaines et là, celle de cette semaine va être forcément très chargée en événements avec justement le crack boursier dans lequel on se trouve. Et puis après, vous avez veracash.com, veravalor.com et crypcool.com. Il y a d'autres projets de développement alors, dont vous pouvez nous parler, d'autres pour 2026, 2027, des choses auxquelles vous pensez, Alors, et où il y a un manque. Alors, il y a toujours des choses sur lesquelles il faut qu'on se positionne. Alors après, il y a des fausses bonnes idées. Donc, il y a... Généralement, quand je dévoile quelque chose, c'est plutôt en fin d'année, quand le projet est quasiment abouti ou abouti, parce qu'on n'est jamais à l'abri de dire stop quand le projet est accompli à 70%, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée. Donc moi, mes actionnaires sont généralement informés un an avant de ce qu'on souhaite faire. Et entre-temps, ils se rendent compte qu'on est obligé de changer notre fusil d'épaule, c'est-à-dire telle idée, bah, finalement on l'arrête, et puis telle idée qui n'était pas prévue, ben, de manière un peu opportune ou agile, on la met en œuvre. Donc là, à cet instant, je ne peux pas nécessairement partager grand-chose, mais oui, il y a des choses qui vont apparaître, des produits, des services, dans très peu de temps, mais il faut qu'on s'assure que c'est le bon produit au bon moment, et des fois, on a des fausses bonnes idées, ou des produits qui ne sont pas le bon actif dans le bon momentum. Et des fois, il faut savoir attendre un petit peu pour le lancer et qu'il trouve son public. Parce qu'on est sur des produits, si vous les lancez mal au mauvais moment, c'est un peu comme un fusil à un coup. Le temps de recharger, ben, dans le monde du web, des fois, ça prend plusieurs années. Voilà, donc on ne veut pas trop se tromper. Et c'est pour ça que moi, je considère que le momentum est quelque chose de clé dans le cadre d'un lancement. Moi, je ne suis pas très associé à la culture de l'échec qui permet d'apprendre de ses échecs. Moi, je viens du monde de l'architecture parce que c'est ma formation. On n'apprend pas en bâtissant quelque chose qui va s'effondrer. On est plutôt à travailler le plan, à travailler la préparation. On y passe le temps nécessaire et quand c'est construit, ça tient. Voilà, c'est plutôt ma culture. Alors, c'est aussi la culture, la maquette. Donc, la maquette dans l'univers du web, c'est voilà, faire des essais, faire des POC, faire des bêta-tests, partager ça avec des clients un peu que l'on connaît bien, qui peuvent accepter des choses un peu nulles ou moyennes, se faire challenger. Ça me plaît. L'échec, si on peut éviter, c'est pas mal parce que derrière, il y a quand même des clients. Et moi, les fois où j'ai lancé des plateformes qui se sont avérées être des échecs, nous, il a fallu quand même derrière assurer, entre guillemets, la continuité du service pendant 10 ans. Donc nous, l'échec qui dure 10 ans, vous voyez, c'est pas ce modèle, oh, je lance ma startup, c'est génial, je l'ai planté, je vais pouvoir faire une chaîne YouTube avec. Non, je suis absolument contre ce genre de manière de faire parce que la réalité, derrière, vous avez des clients, vous avez des investisseurs, il y a des gens qui, à un moment donné, attendent un retour sur l'investissement. C'est pas des numéros, c'est pas des IA. Et puis vous avez une crédibilité qui est acquise que vous ne voulez pas remettre en cause. Oui, clairement. Et puis, il y a tellement, en fait, des fois de risques ou de malchance que les choses tournent mal. Si déjà on n'a pas tout bien préparé, tout bien bordé, clairement, les choses peuvent mal se passer parce que la loi évolue dans ce sens, parce que tel concurrent qui n'était pas prévu, il apparaît comme ça, parce que vous aviez fait un sondage ou une étude de marché, vous êtes planté, vous êtes passé à côté, votre business plan, vous avez oublié un chiffre ou, je sais pas, le BFR, vous ne savez pas ce que ça voulait dire. Enfin bref, plein de choses qui peuvent faire que vous êtes un échec. Donc ça, si ce n'est pas minimum un peu bordé, ça peut mal se passer. Et pour autant, il ne faut pas être pétrifié par le fait d'avancer. Donc aujourd'hui, l'enjeu quand on lance un projet, c'est à la fois de le faire vite et bien, mais de le préparer suffisamment pour que ça soit que le coup d'essai se transforme en coup de maître. Donc voilà, je n'ai pas donné les recettes aujourd'hui, mais voilà, en fait, globalement, souvent quand vous avez un projet qui marche vite et bien, c'est parce que derrière, vous avez aussi un peu d'expérience, quoi. C'est-à-dire que ce qui se fait vite, c'est parce qu'on a mis 10 ans à le préparer.
mais pas que le projet lui-même, c'est aussi la culture qui va avec. Donc je comprends que vous nous donnez rendez-vous pour la fin d'année pour de nouveaux projets. Exactement. Ça sera l'occasion de vous revoir. Merci Monsieur Faure, merci.